Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de la première séance de ce séminaire en ligne consacré au contrat de concession. La concession est inscrite dans l'histoire de la France car elle a été le procédé utilisé dès l'Antiquité pour développer et moderniser les grandes infrastructures de notre pays, telles que les chemins de fer, les autoroutes, les réseaux d'eau potable, d'électricité ou encore de télécommunications. Dans certains secteurs, comme le chauffage urbain par exemple, près de 90% des services sont gérés au travers d'un contrat de concession. Cet outil n'a pas perdu de son attrait, car aujourd'hui encore, il est utilisé pour moderniser les piscines municipales ou encore pour renforcer le réseau autoroutier. Je pense par exemple à l'attribution par l'État, en juin dernier, du contrat de concession relatif à la route Centre-Europe Atlantique. Évidemment, si le terme concession a su traverser les décennies, son régime juridique a beaucoup évolué jusqu'à encore très récemment. À l'origine, il existait côte à côte un certain nombre de contrats passés par la puissance publique qui confiaient à un opérateur privé la gestion d'un service public. Ces contrats pouvaient avoir des objets différents, inclure la réalisation de travaux ou non, prévoir des modalités de rémunération différentes. Ces contrats ont donné lieu à une jurisprudence riche qui a participé de la création du droit des contrats administratifs. Aujourd'hui encore, on se réfère aux grands arrêts du Conseil d'État relatifs aux concessions du début du XXe siècle. On distinguait traditionnellement la concession et l'affermage parmi ces contrats. Le premier confiait la réalisation d'un ouvrage à un opérateur et l'exploitation de ce dernier. Le second, l'affermage, consistait à confier à un opérateur privé la gestion d'un ouvrage déjà existant. Ces contrats étaient traditionnellement conclus de gré à gré, c'est-à-dire sans mise en concurrence préalable. Ces contrats avaient toujours été fortement marqués par l'intuitu personné, parce que ce n'était pas de simples contrats d'achat de services ou de fourniture d'un bien. Ils confiaient pour une longue durée l'exploitation d'un service public à un opérateur. Il fallait donc avoir confiance dans ce dernier et être sûr de sa capacité. Cela impliquait donc pour les personnes publiques de pouvoir le choisir librement. Or, à partir des années 90, cet intuitu personné n'était plus vraiment compatible non seulement avec les nouveaux impératifs de transparence, mais aussi avec les règles communautaires qui promouvaient la création du marché unique, au travers notamment de la mise en concurrence effective des entreprises. Ainsi, la loi Sapin du 29 janvier 1993 a été adoptée. Son principal objet était de lutter contre la corruption. Cette loi a unifié sous une même dénomination les conventions de délégation de services publics, l'ensemble des contrats confiant la gestion d'un service public à un opérateur, et les a soumis à un véritable régime juridique encadrant leur passation et leur exécution. Ce texte a ensuite été précisé par la loi Mursef du 11 décembre 2001 pour donner la définition suivante de la convention de délégation de service public. C'est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service. Outre cette définition de la délégation de service public, la grande nouveauté de la loi Sapin résidait dans l'obligation pour les personnes publiques de conclure ces contrats après publicité et mise en concurrence. Il en était fini de l'attribution de gré à gré. L'évolution des conventions de délégation de service public est alors amorcée. Et elle ne cessera plus sous la pression grandissante de l'Union européenne. Il y a d'abord eu une forte résistance des États membres, et notamment de la France, contre une réglementation au niveau communautaire des délégations de services publics. La Commission européenne voulait assurer l'ouverture du marché unique et souhaitait pour cela aligner le régime de passation de ces contrats sur celui des marchés publics. Ainsi, les premières directives sur les marchés publics de 1989, 1992 et 2004 ont traité des concessions de travaux, en les soumettant à une obligation de publicité préalable, mais pas à une obligation de mise en concurrence. Les concessions de services échappaient pour leur part encore aux règles communautaires. Puis, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans un arrêt du 7 décembre 2000 Telostria que les contrats de concession de services devaient également être attribués après publicité préalable afin de respecter le principe de non-discrimination posé par le traité de la Communauté européenne qui impose une obligation de transparence qui elle-même suppose une publicité préalable et exclut toute conclusion d'un contrat de gré à gré. Enfin, en 2014, la Commission européenne a adopté 2 directives, l'une régissant les marchés publics et l'autre les concessions de travaux et de services. Il faut souligner, mais nous y reviendrons ultérieurement, que l'Union européenne ne se réfère pas à la notion de service public pour définir la concession. Cette dernière porte soit sur des services, qui peuvent ne pas présenter les caractéristiques du service public,
soit sur des travaux. La France a transposé la directive relative aux contrats de concession par l'adoption de l'ordonnance du 29 janvier 2016, désormais codifiée au sein du Code de la commande publique. Avec ce nouveau texte, elle a adopté la définition de l'Union européenne de la concession et a mis de côté l'ancienne définition de la Convention de délégation de services publics. Toutefois, cette dernière n'a pas disparu, et comme on le verra, elle reste un instrument de gestion des services publics aux mains des collectivités territoriales. Je vous propose maintenant de rentrer dans le détail de ces contrats de concession, en nous arrêtant d'abord sur leur définition, puis sur les modalités de leur passation, et enfin sur leur exécution. Vous trouverez dans un support détaillé les références des textes nationaux et communautaires et des jurisprudences qui sont venus encadrer les contrats de concession.